Et bonjour à tous, c'est déjà l'heure d'entamer le tout dernier grand chelem de la saison, donc l'US Open. On a enfin le tirage complet, et après une tournée américaine un peu bizarre, je me suis dit que ça serait une bonne idée de se poser, d'essayer d'établir quelques pronostics, même si c'est toujours un petit peu compliqué sans avoir tous les éléments très en avance, de donner une liste de favoris sans tomber dans la liste attendue des têtes de série principales. Donc, à l'exception du retrait de Rafael Nadal qu'on attendait, tous les gros joueurs du circuit sont supposés être présents. Et on va commencer par discuter un petit peu des 4 têtes de série principales. Donc on a Yannick Sinner, numéro 1 mondial, déjà vainqueur à l'Open d'Australie, à Miami, récent vainqueur à Cincinnati. Je ne l'ai pas trouvé brillant sur cette tournée américaine. À Montréal, il revenait de blessure, il a subi des modifications de planning dues à la météo qui l'ont forcé à jouer 2 matchs de suite. On sait que le physique c'est toujours un peu compliqué pour lui. Bon, il est sorti par André Roublev en livrant une prestation moyenne, je ne l'ai pas trop relevé, ça peut arriver. Par contre, pour Cincinnati, il a plusieurs jours de repos, il bénéficie du forfait de Jordan Thompson sur son deuxième match. Je l'ai pas du tout trouvé à son niveau habituel. Il prend sa revanche sur Roublev à pas grand chose près, et contre Zverev, je l'ai trouvé moins entreprenant que d'habitude, nettement moins bon en coup droit. Et là aussi, il aurait pu se faire sortir. Ça s'est pas joué à grand chose. Au tie-break du dernier set dans un match de 3 heures. Donc ça reste Yannick Sinner. Donc il était bien au-dessus de Tiafoe ensuite en finale. Il n'a pas du tout joué la finale de Roublev. Mais il n'arrive pas aussi fort que sur sa première partie de saison. Donc il est à la tête du quart de tableau de la mort, hein, si on peut dire ça comme ça, avec Medvedev et Tsitsipas en dessous de leur standard habituel, hein, respectivement tête de série 5 et 11. Il fallait bien que quelqu'un les affronte en huitième et en quart. Les deux sont tombés dans le même quart de tableau, et c'est le quart de tableau d'Yannick Sinner, donc c'est pas de chance pour lui. Daniil Medvedev a livré une piètre performance sur toute la tournée américaine, hein, encaissant 2 défaites pour aucune victoire. Donc arrivé à l'US Open sans une seule victoire sur cette tournée au compteur, ça ne s'était jamais produit pour lui. Et il est évident que sa confiance ne sera pas au maximum. Il hérite en plus d'un tableau très peu clément, hein, comme on l'a dit, ce qui rendra très difficile la défense de ses 1200 points. Oui, 1200 points. Il était arrivé en finale l'année dernière, qu'il avait perdu contre Novak Djokovic. Tsitsipas, ça fait à peine mieux, mais comme il est traditionnellement nul à l'US Open, disons les choses, il a nettement moins à perdre sur ce coup que Daniil Medvedev. Sinner jouera probablement contre Tommy Paul, qui a échoué dans sa tournée américaine, hein, décidément. Je ne vois pas trop Jarry ou Fils dans cette partie de tableau poser problème. Et tout ceci nous mènerait à un quart de finale, soit Sinner-Tsitsipas, soit Sinner-Medvedev. Je pense Sinner de toute façon supérieur aux deux joueurs actuellement, ce qui nous offrira une demi-finale d'exception contre Alcaraz. Et du côté de Carlos Alcaraz, donc, après de bons Jeux Olympiques, mais sur terre battue, il n'a pas participé à Montréal pour se reposer. Il revient à Cincinnati où il se fait sortir à la surprise générale par Gaël Monfils, alors qu'il avait le match relativement en main, hein, sur la première heure. Il avait même 2 balles de break pour aller gagner 6-4, 6-4 en un peu plus d'une heure, donc il aurait pu gagner très facilement ce match. Je n'ai pas forcément trouvé très rassurant, surtout en coup droit. Il fait beaucoup de fautes. Bon, c'est une contre-performance, ça peut arriver. Ce n'est pas suffisant pour s'inquiéter avant l'US Open, mais avec tout ça, mine de rien, il arrive sans préparation sur dur et sans avoir gagné sur cette surface en match officiel depuis Miami, donc depuis 5 mois. Il a 720 points à défendre, hein, l'équivalent d'une demi-finale acquise l'an dernier, où il avait été battu par Daniil Medvedev. J'avais été déjà assez surpris à ce moment-là. L'avantage pour lui, c'est qu'il a un tableau très accessible, hein, comme vous le voyez. Si la logique était respectée, ce serait successivement Draper, puis Korda, puis ensuite Hurkacz. Hurkacz est clairement le moins dangereux, hein, parmi les 8 têtes de série. Il a un très bon service qui l'aide énormément, mais son retour, son jeu de fond de cours, sont très en dessous de ceux des autres membres du top 10. Je ne pense pas que Hurkacz soit vraiment une grande menace. Donc je vois Alcaraz parvenir facilement à défendre ses 720 points. Après la demi-finale contre Sinner, ce sera autre chose, on en parlera après. Dans la deuxième partie de tableau, on a évidemment Alexander Zverev, qui fait 2 quarts de finale à Montréal et Cincinnati. Il aurait pu faire mieux, mais c'est déjà très bien, c'est mieux que les autres. Donc ça me fait un peu mal personnellement de placer Zverev en tête de série numéro 4 au lieu de Medvedev, mais c'est comme ça. Il l'a mérité. Il est toujours et de plus en plus une menace en grand chelem. Donc il a montré de très très belles choses depuis l'année dernière. Il revient de blessure, il se remet progressivement. Là, il a fait une très bonne année 2023, une très bonne année 2024.
Mais il lui manque encore quelque chose, hein. À la fois sur le plan mental et sur le plan tennistique. Ça n'a pas trop évolué à ce niveau-là. Donc il perd au mental une finale qui était pourtant à sa portée à Roland-Garros et se fait retourner complètement par Fritz à Wimbledon alors qu'il était extrêmement bien embarqué, qu'il fonçait droit sur Novak Djokovic. Il se fait remonter, perd 3 manches à 2, c'est décevant. Sur l'ensemble de la saison, il a quand même été extrêmement régulier. Là, sa route vers les quarts de finale est plutôt accessible, hein, en théorie. Donc il jouerait Holger Rune en huitième de finale, qui est en perte totale de vitesse, et qui l'a facilement battu à Montréal il y a 2-3 semaines. Donc en fait, Rune n'a connu qu'une bonne saison et demie, hein, entre mi-2022 et 2023. Et il est actuellement très en dessous de Zverev. Pas trop de soucis à ce niveau-là. Zverev serait opposé à Ruud ou à Fritz. Casper Ruud est méconnaissable ces dernières semaines, dans une mauvaise forme physique, très loin de son meilleur niveau. Taylor Fritz, lui, après une excellente saison sur gazon, pédale un petit peu dans la semoule. Il a accumulé très peu de bons résultats cet été. Si Zverev est présent mentalement, s'il est à la hauteur de l'événement, pour moi, il est nettement supérieur à tous ses adversaires. Il possède un meilleur service, un meilleur retour, un meilleur jeu de fond de cours, il est meilleur dans tous les secteurs du jeu. Encore une fois, Zverev a les cartes en main. Il nous a déjà montré qu'il pouvait laisser passer de belles opportunités, comme s'il avait un peu peur de réussir au fond. C'est un problème mental qu'il partage d'ailleurs avec Andrei Rublev. Et finalement, Novak Djokovic arrive avec toutes ses chances. Donc il a enfin remporté la médaille d'or olympique qui lui manquait. Il n'arrive pas préparé à ce tournoi, mais potentiellement boosté. Potentiellement libéré aussi. Donc, toute la question est de savoir comment il va mentalement aborder ce tournoi et la défense de son titre. Est-ce qu'il va arriver en dilettante, en n'ayant rien à prouver, en n'ayant pas forcément très envie de jouer, ou est-ce qu'au contraire il va arriver galvanisé? J'en sais rien, honnêtement, c'est un petit peu difficile de pronostiquer. Mais bon, même en se pointant sur le court, sans aucune envie, je vois pas en fait, hein, comment il pourrait sortir avant les quarts de finale, sauf vraiment contre-performance surprenante. Sur sa route se tressent Popyrin et Shelton. Moi, Popyrin, je m'emballe absolument pas. Il a joué la semaine de sa vie à Montréal, mais Noori, par exemple, avait joué la semaine de sa vie à Indian Wells 2022, il me semble, 2021. On l'a jamais revu depuis. Ça reste un attaquant de fond de cours très instable. Je ne me suffis pas d'une semaine réussie pour modifier mes standards de jugement, hein. Popyrin, ça reste en dessous de Djokovic de très loin. Je ne vois pas non plus Shelton comme un danger. Donc ce sont deux joueurs qui comptent sur un très gros service et qui pourraient être facilement absorbés par le retour de Novak. Et ensuite, dans les échanges, ils sont pas au niveau, trop friables, que ce soit en coup droit ou en revers. Donc Shelton, de son côté, c'est un joueur qui est assez fantasque, qui va chercher à faire réagir le public, à mettre une certaine ambiance hostile à Novak Djokovic. Chez lui, il peut jouer transcendé, mais je pense que Novak Djokovic est largement assez expérimenté pour savoir le gérer, et je pense même que ça pourrait lui servir plus qu'autre chose. On se rappelle de la célébration qu'il avait réalisée l'année dernière avec le téléphone là. Djokovic est typiquement le genre de joueur qui peut avoir son ego heurté quand le public est contre lui. Donc on l'a déjà vu faire. On a aussi, comme toujours, Rublev dans cette partie de tableau, qui aurait pu totaliser une tournée américaine beaucoup plus réussie s'il n'avait pas totalement vrillé contre Popyrin en finale de Montréal. Et Dimitrov, qui alterne des très belles semaines cette année avec des défaites vraiment frustrantes. Là, il est sur une tournée américaine vraiment décevante, avec des défaites justement contre Popyrin et contre Nakashima, donc des défaites qui sont relativement surprenantes. Donc Djokovic, il a l'habitude de tous ces profils. Il les a déjà joués plusieurs fois, battus plusieurs fois. Par exemple, à Paris 2023, à Paris-Bercy, il a battu successivement Rublev et Dimitrov, par exemple. Donc il est capable de jouer ces profils sur une même semaine et de les battre successivement. L'important pour lui, ce sera surtout de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre d'énergie sur les premiers tours. Donc, son tableau est accessible et le destine à une demi-finale contre Zverev. Zverev joue plus ou moins dans la même filière, mais avec un peu moins de régularité, plus de puissance. Djoko a moins de marge qu'avant contre Zverev. Il faudrait être vraiment agressif, engager beaucoup de points à la volée. On sait que Zverev est relativement maladroit, alors qu'il sera très solide dans les échanges. Donc Djokovic, tactiquement, a vraiment un coup à jouer. Mais il faudra pas jouer la régularité de fond de course. C'est pas certain que ça lui soit favorable cette fois-ci. Et il pourrait potentiellement en plus arriver cramé en finale si tant est qu'il arrive à battre Zverev dans cette filière. Et vraiment arriver en pleine forme. Ça implique de pas perdre de 7 en route comme il avait pu le faire sur les autres tournois du Grand Chelem, notamment à l'Open d'Australie. Pour la demi-finale, Sinner-Alcaraz,
Sûrement la rivalité qui nous tiendra en haleine pendant les 10 prochaines années, ça j'en reparlerai, ils sont vraiment en train de se construire une rivalité historique. Ces duels sont souvent très longs, très éprouvants à la fois mentalement et physiquement, et tout va dépendre de la forme physique avec laquelle les deux vont se présenter. Sinner aura peut-être affronté Medvedev en quart, alors qu'Alcaraz aura lui potentiellement connu un parcours un peu plus tranquille. Sinner sera peut-être un petit peu plus emprunté physiquement. On l'a dit, la condition physique, ça pose souvent problème à Sinner. C'est le problème principal de ce joueur, alors que tout le reste est quasiment parfait. Et c'est un peu le problème de ces vidéos pronostiques. On peut qu'estimer des paramètres qui sont pourtant cruciaux. Un Sinner en pleine forme physique ou un Sinner fatigué, c'est pas du tout le même joueur, on a pu le voir à Montréal. Si j'avais à parier maintenant, je mettrais quand même une pièce sur Alcaraz. Parcours plus simple, plus fort physiquement. Il aura à cœur d'avoir à nouveau le dernier mot contre Novak Djokovic. Là, il sort d'une défaite frustrante. Il sait également battre Zverev, donc si c'est Zverev, il aura l'avantage. Parvenir en finale en ayant battu Sinner, ça lui offrirait quand même de belles chances de victoire finale. Donc conclusion, après une tournée américaine ratée par la grande majorité des têtes de série, on peut le dire, on attendait un meilleur Sinner, un meilleur Alcaraz, un meilleur Zverev quand même. On attendait un Dimitrov au niveau, ça n'a pas été le cas. C'est assez difficile d'établir un pronostic clair. Si tout le monde est à la hauteur de l'événement, ce qui semble quand même probable, j'envisage une affiche Alcaraz-Djokovic en finale. À l'avantage, je sais que ça va pas vous plaire, d'Alcaraz. Donc sur un format en 5-7, il aura l'avantage physique. Donc je ferai peut-être une mise à jour à l'entame de la deuxième semaine ou à l'approche des quarts de finale ou des demi-finales, quand on aura un petit peu plus d'éléments probants, notamment sur le plan physique, qu'on aura pu observer les parcours de chacun. Là, on n'a pas assez d'éléments pour juger avec précision, mais vous avez quand même mes pronostics a priori. Donc on se retrouve probablement pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, dans une dizaine de jours, quand on en saura un petit peu plus. C'est tout pour cette vidéo, je vous invite à me partager vos pronostics en commentaire. Est-ce que vous aussi vous voyez Alcaraz remporter son 3e grand chelem de la saison, ça serait beau quand même. Ou est-ce que vous avez un tout autre avis? Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!